Fin du deuil national de 3 jours décrété au Ghana au lendemain de l'incendie d'Accra. Le président John Dramani Mahama appelle à l'unité nationale. Nouvel attentat suicide déjoué ce mercredi à Luxor dans le sud de l'Égypte. L'attaque visait des touristes. Enfin, le président du FPI dénonce une campagne prématurée en Côte d'Ivoire à quelques mois de la date constitutionnelle de l'élection présidentielle. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Ghana. Les 3 jours de deuil national décrétés après l'incendie mortel d'une station-service d'Accra, la capitale, se sont achevés ce mercredi par une cérémonie commémorative qui a réuni plusieurs personnalités ghanéennes de haut rang. Occasion pour le président John Dramani Mahama d'appeler à l'unité des fils et filles du pays. Les images. Moment de recueillement ce mercredi à Accra au Ghana, une semaine après l'incendie d'une station-service qui a fait plus de 150 morts. Autorités et familles éplorées étaient réunies à la faveur d'une cérémonie commémorative marquant la fin des 3 jours de deuil décrétés en mémoire des victimes. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à nos agences de sécurité, notre cellule nationale de crise et les pompiers du Ghana pour leur dévouement et les efforts courageux face à cette catastrophe. Je tiens également à remercier et féliciter les nombreux bénévoles, les citoyens qui ont risqué leur vie pour sauver la vie des autres, les journalistes qui ont couvert l'incendie et se sont retrouvés à sauver leurs concitoyens du danger. Le président ghanéen a par ailleurs promis des mesures pour lutter contre les inondations à l'origine du drame du 3 juin dernier. John Dramani Mahama a enfin appelé ses compatriotes à l'unité nationale. Au Togo, le docteur Komi Klasso, qui a été nommé Premier ministre le 5 juin dernier, a officiellement pris service ce mercredi à la primature de Lomé. Komi Klasso, qui était précédemment le premier vice-président de l'Assemblée nationale togolaise, a promis de former d'ici peu le premier gouvernement du 3e mandat du président Faure Gnassingbé, suivant un extrait des propos tenus par le nouveau Premier ministre togolais lors de sa prise de service. Je voudrais remercier le chef de l'État pour avoir placé sa confiance en ma modeste personne. Je ferai tout avec le gouvernement qui sortira sous peu à tout mettre en œuvre pour que la politique ou le projet de société qu'il a présenté aux Togolais, du sud au nord, de l'est à l'ouest, lequel projet de société a reçu l'adhésion de la très grande majorité de nos populations, que ce projet de société-là soit traduit dans les faits afin que les Togolaises et les Togolais puissent dire ouf, comme ils le disent déjà, à voir ce qui se réalise depuis quelques années sous la houlette du président. Direction maintenant le Burundi. Le président Pierre Nkurunziza a publié ce mercredi un nouveau calendrier électoral, un calendrier qui fixe les législatives et les communales au 29 juin prochain et la présidentielle au 15 juillet prochain. Précisons que les élections législatives initialement prévues pour le 26 mai dernier avaient été reportées une première fois au 5 juin, puis s'inédiées la veille du scrutin, rendant ainsi incertaine la tenue de l'élection présidentielle.
Au Zimbabwe, le mouvement pour un changement démocratique, MDC, principal parti de l'opposition, a boycotté ce mercredi des législatives partielles visant à renouveler 16 sièges au Parlement. Pour justifier son acte, le MDC soutient que des menaces avaient été proférées à l'encontre de ses partisans. Le parti affirme également ne pas avoir été autorisé à consulter les listes électorales qui, selon lui, ont été gonflées d'électeurs déjà décédés. Nous nous rendons maintenant en Côte d'Ivoire où le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan dénonce des faits graves pouvant entacher selon lui la bonne tenue des élections présidentielles d'octobre. C'est à la faveur d'une conférence de presse qu'il a tenue à Abidjan. Le point avec notre correspondant sur place, Chris Parten à Sémia. Abidjan de Plateau-les-Vallons, siège du Front populaire ivoirien. À quelques mois des présidentielles en Côte d'Ivoire, la confiance semble ébranlée entre gouvernement et opposition. Au moment où nous nous approchons de la date constitutionnelle pour la tenue de l'élection présidentielle, l'actualité nationale est marquée par des faits graves et récurrents de fraude massive sur la carte nationale d'identité et d'autres pièces administratives, par l'opacité qui entoure les travaux et le fonctionnement de la Commission électorale indépendante et par la persistance d'un climat de suspicion et de méfiance entre l'opposition politique et le pouvoir. Devant les militants de l'Alliance des forces démocratiques, une plateforme de l'opposition regroupant 10 partis politiques et dont est instigateur le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan a été on ne peut plus clair. Aujourd'hui, quel que soit le bord, l'opposition semble épouser le même discours face au candidat du RHDP pour les élections présidentielles. L'AFD constate avec amertume et tristesse que sous le couvert de visite d'État, le président sortant candidat à sa succession et son épouse se livrent à une campagne électorale précoce et déguisée avec les moyens matériels et financiers de l'État. La question de l'insécurité a encore alimenté les préoccupations des militants de l'AFD qui comptent soutenir Pascal Affi-N'Guessan, investi le 21 mai dernier pour briguer le scrutin d'octobre 2015 face à Alassane Ouattara. Au Bénin, l'ordre des avocats était cet après-midi dans les rues pour une marche pacifique suivie d'une conférence de presse dans l'enceinte de la Cour d'appel de Cotonou. L'initiative visait à protester contre l'institutionnalisation d'un barreau de l'OHADA, ceci à l'insu des barreaux de l'espace UEMOA. Pour plus de précisions, je vous invite plutôt à suivre le bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Bénin, Cyril Djikui. Le barreau du Bénin, comme tous les barreaux de la sous-région, je dirais comme tous les barreaux du monde, sont une institution libre, indépendante, qui s'auto-détermine, qui s'auto-gère. La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA fait office de Cour suprême. Donc les décisions en matière commerciale qui sont rendues ici peuvent être déférées en cassation devant cette juridiction qui casse. Le président de cette cour estime qu'il a un problème de liaison avec les barreaux, ne s'ouvre pas aux bâtonniers de ces différents barreaux, ne s'ouvre pas aux avocats de membres de ce barreau, mais va plutôt s'ouvrir aux avocats français pour lui faire part des difficultés que lui il a avec des consommateurs de droit, ceux qui viennent exercer devant lui, et leur demande à notre insu, sans notre participation, de trouver les moyens et moyens, les voies et moyens pour mettre une structure qui va servir de liaison entre la Cour et nous autres professionnels. Chers confrères, le combat ne fait que commencer. Le combat n'est pas celui de l'avocat que je suis. Le combat n'est pas seulement celui de l'avocat que vous êtes. Le combat n'est pas corporatiste. Le combat est nationaliste. Il s'agit de l'indépendance. Il s'agit de la souveraineté. Il s'agit de l'intérêt des justiciables. Ce n'est pas un barreau français qui viendra connaître les réalités de chez nous. Parce que si vous avez lu le projet,
pour aller plaider désormais devant la Cour commune de justice et de l'OHADA, il faut être agréé par ces barreaux. Alors qu'aujourd'hui, nous avons la liberté d'aller. C'est une restriction de notre indépendance, c'est une restriction de notre marché, c'est une diminution de notre pain, c'est tout, sauf de l'aide. C'est de l'impérialisme, c'est une recolonisation et nous devons, si nous étions syndicalistes, si nous étions révolutionnaires, nous lever et brandir notre point devant pour dire arrêt, hâte à tout cela. En Égypte, un attentat suicide a été déjoué ce mercredi par la police à Luxor dans le sud du pays. Il s'agit de la seconde attaque visant des touristes depuis la destitution par l'armée en 2013 du président Mohamed Morsi. Il faut dire que cette attaque semble par ailleurs indiquer, comme le redoutaient des experts, que les djihadistes ont changé de stratégie et visent désormais les étrangers. Un attentat suicide visant des touristes a été déjoué ce mercredi par la police à Luxor, dans le sud de l'Égypte. 3 hommes se sont présentés dans la matinée en voiture au poste de contrôle barrant l'accès au parking du temple de Karnak, l'un des sites de l'Égypte pharaonique les plus célèbres. Un policier en civil suspicieux les a forcés à s'arrêter. L'un des assaillants s'est échappé du véhicule et a fait exploser la bombe qu'il portait sur lui. Les policiers ont immédiatement ouvert le feu sur les 2 autres, tuant l'un et blessant grièvement l'autre à la tête. 2 policiers ont été légèrement blessés, tout comme 2 civils égyptiens. Les attentats, il faut le préciser, sont très fréquents en Égypte depuis l'éviction du pouvoir de Mohamed Morsi et sont perpétrés par des groupes djihadistes. Ces attaques ont jusqu'alors quasi exclusivement visé les forces de sécurité, mais celle de ce mercredi semble indiquer un changement de stratégie des djihadistes qui visent désormais des étrangers. Ceci intervient dans un contexte où le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sisi tente d'attirer touristes et investisseurs internationaux qui avaient déserté l'Égypte depuis 4 ans. Au Nigeria, l'aéroport de Maïdougouri, qui est fermé depuis 18 mois des suites d'une attaque de Boko Haram, pourrait être rouvert très bientôt au trafic commercial. Selon le gouverneur adjoint de l'État de Borno, dont Maïdougouri est la capitale, eh bien, des discussions ont été entreprises avec des compagnies aériennes privées et un opérateur pourrait relancer des vols dès vendredi prochain. Il faut préciser que depuis l'attaque de Boko Haram, le 2 décembre 2013, seuls des vols militaires étaient encore autorisés dans cet aéroport. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Sika TV. Au revoir.